Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h20 sur Radio Classique, c'est donc le patron de Suez qui est mon invité ce matin. Bonjour Jean-Louis Chaussade. Bonjour. Le changement climatique, c'est le changement aquatique, disait il y a quelques jours l'ancien ministre de l'écologie Brice Lalonde dans Le Monde. Vous dirigez le numéro 2 mondial des services à l'environnement qui recouvre en fait la gestion de l'eau et des déchets ménagers notamment. Pourquoi l'eau est-elle un élément clé du changement climatique ? Alors, il y a beaucoup de réponses à votre question, mais la première, c'est, j'allais dire, quasiment statistique. Nous serons 9 milliards en 2030-2035 et nous savons déjà, grâce aux études et au travail du GIEC, qu'à peu près 40% de cette population mondiale vivra dans des zones qu'on appelle de stress hydrique, c'est-à-dire dans des zones de sécheresse. C'est un mélange, si je puis dire, détonnant entre l'urbanisation, l'augmentation de la population mondiale et les changements climatiques. Il ne va plus pleuvoir, il ne va plus faire sec aux mêmes endroits demain qu'hier. C'est ce cocktail-là qui fait qu'aujourd'hui, on doit se préoccuper sur la problématique du climat et de l'eau. L'eau étant, à mon avis, la première manifestation réelle du changement climatique. L'eau qui a par ailleurs, et le manque d'eau qui peut avoir par ailleurs des conséquences géopolitiques. En Syrie, en 2006, la sécheresse avait déstabilisé en fait les équilibres démographiques du pays et donc, in fine, l'équilibre politique. C'est ce qu'on a vu. Oui, mais je crois que plus généralement, il faut s'attendre, avec le changement climatique, si nous ne faisons rien, à des espèces de transhumance, c'est-à-dire que il y aura, je dirais, des réfugiés climatiques, des gens qui devront quitter les endroits où ils sont nés, où ils ont vécu, où leurs parents et leurs familles ont vécu, pour aller dans des endroits où ils auront suffisamment d'eau, à la fois pour boire, mais aussi pour se nourrir. N'oublions pas que l'eau, évidemment, c'est nécessaire à la vie, mais c'est nécessaire à la vie d'une manière globale, pour travailler, pour manger, j'allais dire, et pour vivre dans une ville ou même à la campagne. L'agriculture est évidemment une grosse consommatrice d'eau, c'est un problème d'ailleurs en partie. Comment mieux utiliser l'eau ? Que fait Suez par exemple pour optimiser la consommation d'eau aujourd'hui ? Alors je pense qu'il y a plusieurs éléments, mais qui sont effectivement optimiser la consommation d'eau. Ça va devenir un élément extrêmement important à la fois de nos stratégies, des stratégies des villes. Je vous donne un exemple. Dans les villes du Sud, on perd à peu près 35 à, on va dire, 50% de l'eau que l'on met dans un réseau, simplement parce que, ce réseau n'est pas suffisamment bien entretenu, et deux, parce que nous n'avons pas mis en place, ou les villes n'ont pas encore mis en place, des systèmes que je qualifierais de gestion en temps réel. On est capable aujourd'hui de détecter une fuite pratiquement immédiatement, et donc de la réparer immédiatement. Ça veut dire qu'on est capable de faire des économies substantielles, et ça, c'est grâce, je dirais, à une combinaison du big data et de l'évaluation en temps réel d'un réseau. C'est-à-dire, vous l'auscultez en temps réel, vous avez des capteurs sur ce réseau, et il vous dit à tel endroit il y a une fuite, ou il vous dit à tel endroit la qualité de l'eau est mauvaise, ou il vous dit à tel endroit il y a plus d'eau du tout. En outre, ces mêmes capteurs vous permettent de connaître les consommations individuelles. Autrement dit, vous pouvez aussi influencer la consommation des gens en les responsabilisant. Et pourquoi les collectivités ne veulent pas franchir ce pas ? Alors, en France, il y a un certain nombre de collectivités qui ont franchi ce pas. Nous avons, installé à peu près 2 millions de capteurs intelligents, par exemple, en Europe depuis maintenant 4-5 ans. Tous les grands contrats que nous passons aujourd'hui se font avec des systèmes de gestion intelligente. Nous venons d'installer en France des systèmes qu'on appelle Visio, qui sont des systèmes de gestion en temps réel de l'ensemble de nos unités ou de nos usines dans une région donnée. Beaucoup de choses sont en train de se faire qui vont dans la direction d'une meilleure gestion. Mais la France n'est pas, heureusement pour nous, le pays le plus affecté par, je dirais, la sécheresse. Ce qui nous amène à parler, alors pour parler cette fois de la pollution de la Chine, on est encore en alerte dans plusieurs grandes villes chinoises cette semaine. Et Suez a en fait plus de clients en Chine qu'en France. C'est un fait méconnu. Je crois que vous avez aujourd'hui plus de 20 millions de clients en Chine. Absolument. Là aussi, vous y construisez des stations d'épuration, mais alors à très grande échelle. Vous avez d'ailleurs fait visiter une à François Hollande au début du mois de novembre. Oui, le président de la République, sur sa route vers Pékin, où il devait rencontrer le président Xi Jinping, s'est arrêté à Chongqing, qui est quand même probablement l'une ou la plus grande ville du monde, 33 millions d'habitants, où nous sommes installés maintenant depuis 2002, donc ça fait presque 13 ans, bientôt 14, et où nous gérons une partie des réseaux tant d'eau potable que d'assainissement de la ville. Et nous avons fait visiter au président Hollande une énorme station d'eau résiduaire
qui a une caractéristique, c'est qu'en gros, elle ne fait pas de déchets. Tout est réutilisé. C'est-à-dire que la pollution est bien sûr extraite de l'eau. Cette pollution, elle est ensuite mise dans ce qu'on appelle des digesteurs et on en fait du méthane, du biogaz. Ce biogaz étant réutilisé pour alimenter en énergie la station qui, grâce à ce système et des systèmes hydrauliques adjacents, est capable d'être indépendante en énergie à hauteur de 80%. C'est un formidable plus et c'est un plus, je dirais, de la technologie française qu'on a introduit en Chine. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est ça? C'est une partie de l'économie circulaire, c'est absolument ça. C'est-à-dire que il y a de moins en moins de déchets, ou en tous les cas, les déchets qui sont produits sont réutilisés dans le cycle de production d'une manière ou d'une autre. Et ce que je vous ai raconté sur le biogaz en Chine, nous l'avons fait récemment à Strasbourg. À Strasbourg, exactement, avec l'usine de Biovalsan, où là nous avons généré du biogaz et nous l'avons réinjecté dans le réseau de gaz de la ville de Strasbourg. Et nous, avec ça, nous chauffons 5000 logements. Est-ce que ça peut devenir des solutions à plus grande échelle? Alors, ce type d'innovation. Ce sont des solutions qui vont se généraliser. Je pense que... Est-ce que c'est rentable? C'est ça aussi la question. Alors, c'est une très bonne question, mais ça dépend. Cette question n'est pas facile à y répondre pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'énergie, quand nous produisons de l'énergie, par exemple du gaz, il faut savoir c'est à quel prix on le vend. Si on le vend au prix du marché, eh bien nous sommes dépendants des producteurs de gaz et donc le prix du marché, comme le gaz, comme le prix du pétrole varie et donc ça introduit, je dirais, une énorme. Aujourd'hui, le pétrole à $40, c'est un problème du coup. Oui, et c'est pour ça que nous militons à fond en ce qui concerne Suez pour donner un prix au carbone, parce que quand on regarde tout ce que l'économie circulaire qui fait, et en particulier sa capacité à réutiliser des matières premières secondaires, nous ne consommons pas d'énergie pour produire ces matières premières secondaires, et donc notre cible de production est complètement différent de celui des matières vierges. Et donc, si on mettait un prix au carbone, l'économie circulaire démarrerait immédiatement. Ce sont deux économies qui ne fonctionnent pas de la même manière. Et si nous voulons, mais comme ça avait été fait à l'époque dans les énergies renouvelables, on a aidé les énergies renouvelables en les subventionnant au départ. Nous, ce qu'on dit, c'est mettons un prix au carbone et on va, grâce à ça, faire démarrer une économie circulaire qui sera créatrice d'emplois non délocalisables. Et qui en plus permettra à la France de faire des énormes économies en termes d'achat de produits pétroliers ou de matières fossiles. Après tout ce que venez de nous dire, Jean-Louis Chaussade, comment vous réagissez aux accusations d'éco-blanchiment qui fleurissent à l'occasion de cette COP21, puisque toutes les grandes entreprises en sont partenaires et présentent leurs innovations, leurs solutions à cette occasion? Moi, j'ai été fasciné. C'est peut-être la grande différence entre Copenhague et Paris, c'est de voir l'implication d'autres parties que simplement les États, et en particulier des entreprises, mais pas simplement des entreprises, des villes et des ONG. Je pense que l'implication des entreprises est absolument nécessaire. D'abord, elles ont changé, elles ont compris que derrière le changement climatique, il y avait des changements de business model qui étaient indispensables et on ne peut pas faire le métier de demain comme on fait le métier d'hier. Par ailleurs, il y a des opportunités de développement, donc c'est pas du greenwashing, absolument pas. C'est au contraire l'adaptation de l'entreprise à une nouvelle réalité qui est celle que veulent ses clients et pour ça, il faut que l'entreprise développe des nouvelles technologies, c'est absolument indispensable et pour qu'elle le fasse, il faut aussi qu'elles aient un modèle de long terme et ça, c'est quelque part ce que les États doivent fournir aux entreprises. Mais elles sont très motivées. Avec le prix carbone. Merci beaucoup Jean-Louis Chaussade, dirigeant de Suez, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Merci. Avec